Pour ma part, je n'aborderai pas le corps théorisé, conceptualisé, mais le corps matérialisé, fait de muscles, de tissus, de sphincters, celui qui nous apparaît lors de la rencontre avec le malade. Un corps dont il faut prendre soin, mais aussi un corps qui se manifeste à nous, qui parle, un corps qu'il faut calmer, un corps qu'il faut parfois maîtriser, contenir. Un corps avec lequel il faut savoir être là. Être là, être avec, et non seulement faire, c'est ce qui caractérise la clinique du quotidien qu'exerce l'infirmier en psychiatrie. Une clinique différente de celle d'un infirmier exerçant en soins somatiques, parce que prenant ses racines à la fois dans les soins infirmiers et à la fois dans la discipline psychiatrique. Ma réflexion s'intègre dans un questionnement plus global sur ce qu'est ou ce que pourrait être l'être soignant en psychiatrie. Une tentative pour moi de comprendre en quoi ça consiste d'être soignant, plus particulièrement pour tous ceux qui s'inscrivent dans une clinique du quotidien. Ma deuxième hypothèse est que c'est de la rencontre de l'autre comme corps que peut s'initier la rencontre de cet autre souffrant comme sujet. Le prendre soin corporel peut permettre d'aller au-delà, d'être un pont vers le sujet. Pour comprendre quelque chose de ce corps, il m'a fallu en passer par une perspective historique des infirmiers. Car si les soins du corps, comme dans les autres disciplines médicales, sont dévolus aux infirmiers, ce que les anglo-saxons nomment le care, le rapport au corps ne se cantonne pas à cet aspect, du fait du caractère amphibologique de la psychiatrie, à la fois discipline politique et à la fois discipline clinique. L'avènement de la psychiatrie, comme discipline médicale, se confond avec celle du traitement moral à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Néanmoins, ce traitement moral que l'on peut opposer au traitement physique avait tout de même recours au corps. Ce corps qu'il fallait quelquefois plier pour accéder à ce qui résonnait encore chez l'aliéné. Esquirol, qui avait diagnostiqué un état de manie chez Auguste Comte, prescrivait un traitement corporel à base de saignées et de douches froides. Le traitement moral ne devant commencer que lorsque Comte se serait calmé. Le corps avant que d'aborder la psyché. Il faudrait aussi en revenir au geste inaugural, le mythe pinélien de la libération des enchaînés. Ce geste, celui de Jean-Baptiste Poussin, ancêtre des infirmiers, lui a été dérobé, non pas par Philippe Pinel, auquel on a attribué par la suite cet événement, mais par Scipion Pinel, le fils. Cette récupération historique sera lourde de conséquences, puisque, après la nomination d'Esquirol, fils spirituel de Pinel, comme surveillant, le personnel non médical va désormais être réduit aux tâches domestiques et de gardiennage. Ce clivage, cette hiérarchie entre corps et âme, va marquer durablement le rapport au corps dans la discipline psychiatrique. Les soins du corps s'intégrant dans les tâches ingrates, les tâches domestiques. Ce geste qui a fait couler tant d'encre, puisqu'à travers lui, c'est la possibilité de la libération, de l'aliénation du fou de sa folie, qui s'ouvre grâce à cette nouvelle discipline, l'aliénisme, par l'intermédiaire du traitement moral. Le terme de morale étant à prendre dans deux acceptions, de morale au sens de la recherche du bien, mais également au sens de ce qui n'est pas physique, de ce qu'on nommerait aujourd'hui le psychique. Les gardiens, ancêtres des infirmiers, ne seront plus des soignants. Ils conserveront tout de même le rapport au corps. Ce rapport ne sera pas des plus valorisants, car ce corps du fou est un corps empreint d'animalité. Il n'est que de se référer à la loi du 16-24 août 1790 qui, je cite, « confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » Il est question du fou et des animaux dans ce texte. Il y a de l'animalité chez le fou. Cette animalité peut déborder, il en va des risques encourus par des éventuelles manifestations corporelles. Ce corps dangereux, lorsqu'il sera dans les murs de l'asile, ce ne sera pas au médecin de s'en charger, mais au gardien. Philippe Pinel évoque, dans son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, la fonction de chef de police intérieure qui incombait aux surveillants
Jean-Baptiste Pussin. Celui-ci devait, pour contribuer à la guérison de la manie, recourir d'abord à une répression énergique. Les historiens de la psychiatrie nous ont dépeint un Pussin humaniste, compassionnel, mais il n'y a pas eu que des Pussins, et cette répression énergique a pu amener à des débordements. À la violence du fou répondait la violence du gardien. D'aucuns ont parlé de délégation de pouvoir au système musculaire des gardiens. La circulaire du 19 juillet 1819 interdisait les bâtons et nerfs de bœuf. On perçoit bien là les dérives possibles concernant les manifestations corporelles du personnel. En 1925, Albert Londres, chroniqueur, écrivait chez les fous, relatant un périple asilaire dans la France d'alors. Son regard acerbe et chargé d'humour nous donne une idée du rapport au corps à cette époque. Dans le chapitre intitulé « On s'est moqué de Pinel », il écrit « L'agité peut être calmé ou réduit. On ne lui demande pas ce qu'il préfère. Si on n'a pas le temps de le calmer, on le réduit. » Un peu plus loin, il nous dit « Il est des cas, côté des hommes, où la réduction s'opère à la semelle des brodequins. » Voilà un bel exemple du rapport au corps de nos ancêtres. Ce corps du fou est un corps à dresser, et cette fonction se partage entre l'aliéniste, qui requiert l'ordre dans l'asile, afin que puisse s'instaurer le traitement moral, et les gardiens qui, avec les moyens dont ils disposent, avec ce qu'ils sont, le plus souvent la lie de la société, ont toute l'attitude pour briser le corps du malade afin de l'amener à coopérer. La valetaille fait régner l'ordre dans une soumission aux médecins en réduisant ceux qui étaient parmi les plus bas dans l'échelle sociale. Dès son avènement, la psychiatrie, l'aliénisme occupe une fonction politique. Mais c'est avec la loi de 1838 que ce dispositif se structure. Un asile par département destiné aux aliénés. La loi de 1838 sur les aliénés, promulguée sous le règne de Louis-Philippe, a été en quelque sorte l'ossature législative de l'hospitalisation en psychiatrie. Seule la possibilité de l'internement sous contrainte existe d'ailleurs. Ce texte, dans son article 18, consacré au placement d'office, précise « À Paris, le préfet de police et dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement dans un asile d'aliénés de la personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. » À l'hôpital général, on enfermait tous les asociaux, sans distinction aucune. À l'asile, seuls ceux qui sont désormais des malades sont enfermés. Avec une différence notable, l'aliénisme a l'ambition de pouvoir les guérir. Mais la notion d'ordre public et de sûreté est clairement énoncée. Madeleine Monceau, sociologue, nous rappelle, s'il en était besoin, que le dispositif hospitalier participe à la neutralisation des conduites dangereuses par l'enfermement. Il importe que les soignants reconnaissent que cette mission leur incombe afin de pouvoir l'assumer de façon éthique. L'étonnement est une qualité. Mais s'étonner que nos gouvernants nous rappellent que cette mission nous incombe en prenant le cap du sécuritaire est signe d'une candeur, d'une naïveté, voire d'une lâcheté. Qu'en est-il de cette fonction politique, de cette fonction de gouvernement des malades mentaux ? Foucault nous dit « L'art de gouverner doit fixer ses règles et rationaliser ses manières de faire. » Je reprends. « L'art de gouverner doit alors fixer ses règles et rationaliser ses manières de faire passer à l'être le devoir-être de l'État. » Dans l'institution psychiatrique, ce devoir-être se traduit par un règlement ou, au-delà, à ce que l'on nomme de nos jours la compliance aux soins. Nous attendons que le malade soit un bon malade. Il n'est pas question que sa folie vienne déranger le bon fonctionnement institutionnel. Il est bien entendu que cette compliance aux soins doit engendrer dans un deuxième temps un comportement compatible avec la vie sociétale. Foucault définit la gouvernementalité comme la manière dont on conduit la conduite des hommes. Ce n'est pas autre chose qu'une proposition de grille d'analyse pour ces relations de pouvoir. Force est de constater que dans l'asile, le traitement moral était initialement une affaire singulière, une affaire de sujet, et qu'elle est devenue affaire générale, indifférenciée, dans le magma de l'encasernement asilaire.
C'est certainement cela, le grand échec de l'asile. L'aboutissement à ce dressage des corps, cette conduite des fous, faute d'avoir pu devenir le lieu des thérapies de l'âme. L'institution, faute d'avoir su s'adapter à la souffrance de chacun, a contraint ceux qui souffraient à s'adapter à un fonctionnement asilaire. Au-delà de la gouvernementalité de ces individus souffrant de maladies mentales, qui incombe à l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, il y a un autre aspect que nous ne pouvons négliger parce que l'homme est un animal politique. C'est le contexte dans lequel nous sommes appelés à exercer. Un exemple actuel de réaction au climat politique dans laquelle la psychiatrie est interpellée pourrait être le mouvement de la nuit sécuritaire, ou ce qui a lieu aujourd'hui et demain, les pratiques de la folie. Nous ne pouvons avoir cette distraction à regarder ailleurs, que Miguel Benassayag, psychanalyste et philosophe, constate chez les psys en général et chez les psychiatres hospitaliers en particulier. Il faut selon lui se poser la question, dans quelle époque tentons-nous de faire de la clinique? Et en quoi pouvons-nous dire qu'est en train cette époque, et depuis un bout de temps, de faire irruption dans nos cabinets, dans nos services, dans la clinique même, sans qu'on la nomme? Il en va de notre éthique. On ne peut être soignant en faisant fi de l'environnement, de la société dans laquelle se font les soins. Il n'est que de penser aux malades morts de dénutrition dans les asiles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le corps, encore. Le risque de dérive est grand et toujours présent. Méfions-nous de cette idée que les dérives sont dans les pays totalitaires à une époque révolue. Il est des dérives discrètes qui n'en sont pas moins redoutables. Puisqu'il est un acteur politique, le soignant en psychiatrie doit faire preuve d'une grande vigilance vis-à-vis de la place à laquelle on veut l'assigner. Bon. Mais la psychiatrie, c'est aussi une discipline clinique. Cela ne peut être qu'en énonçant ce qui nous habite, nous soignants, lorsque nous prétendons soigner l'autre. La conception du soin ne peut être qu'en lien avec une conception de l'homme. Pour notre part, nous nous sommes construits avec les valeurs de la psychiatrie de secteur. Le secteur que l'on voudrait supplanter par les territoires de santé n'est bien entendu pas à considérer comme un découpage géodémographique, ce à quoi on a voulu le réduire. Non, le secteur n'est pas un quadrillage. Il consiste d'abord et avant tout en un ensemble de valeurs. Pour dire ce qu'il en est de l'essence du secteur, le propos de Pierre Deslions, encore une fois, est éclairant. Une des formules des partisans de la psychiatrie de secteur, pas des pierres, des hommes, a son intérêt, car elle souligne que dans ce métier qui consiste à prendre soin de la folie, ce sont principalement ces relations intersubjectives qui sont un instrument de travail. Je ne pourrais soigner un psychotique que si je parle avec lui. À la question « Qu'allez-vous faire avec des psychotiques ?» il répond « Nous, eh bien, faire avec. » C'est difficile à définir, puisque la définition comprend une part d'inconnu, a priori, en l'occurrence le psychotique. On comprend pourquoi la psychiatrie est en danger. Des hommes, de l'inconnu, et puis quoi encore? Toute discipline médicale doit être empreinte du rationalisme qui envahit le monde de la santé. Ou alors, ce n'est pas une science. La tendance est à faire en sorte que la psychiatrie s'intègre à la MCO, la médecine chirurgie obstétrique. Rappelons tout de même que Canguilhem, dans sa thèse Le normal et le pathologique, énonçait que la médecine n'est pas une science mais un art. Alors, pour la psychiatrie, quel serait l'enjeu qui consisterait à s'autoproclamer une science? La clinique psychiatrique, c'est être là, c'est être avec. C'est une clinique de l'humain qui reste opaque à un regard extérieur, puisque difficile à décrire. Une clinique qui, dans l'ère du tout évaluable, ne correspond pas aux attentes sociétales. Or, on ne peut évaluer ce qu'il en est des effets produits par une parole prononcée, par une présence, un accompagnement. On peut par contre apprécier de manière précise les effets produits par les actes sur le corps. La contention stoppera à coup sûr les risques de passage à l'acte. On peut également évaluer certains des effets des psychotropes. On peut apprécier les effets sur le corps de certains antipsychotiques. La prise de poids s'apprécie d'ailleurs à l'œil nu. Pas besoin d'examen complémentaire. On apprécie plus facilement, d'ailleurs pour les psychotropes, ce qui est du registre du bruyant, l'agitation psychomotrice, l'état maniaque. Pour le reste, c'est tout de même plus fou. Mais le corps, de quel corps s'agit-il? Ne serait-ce pas un corps machine et non un corps incarné? Quel est ce corps qui fait retour? La question reste entière. On pourrait se questionner sur la dialectique corps-pouvoir
chère autorité. C'est dans cet entre-deux que l'infirmier doit déployer son rôle. C'est dans ce contexte que les infirmiers, avec le viatique qu'ils ont pu se constituer, se débattent avec le corps des malades mentaux. Encore faut-il que les infirmiers aient à l'esprit que dans l'institution de soins, le pouvoir passe par le corps. Mais ce corps, en ont-ils une représentation incarnée ou le vivent-ils comme un corps machine? Une des singularités de cette espèce en voie de disparition que sont les infirmiers en psychiatrie, c'est que leurs modèles de référence sont à la fois ceux des infirmiers et ceux des autres acteurs de la psychiatrie, dans le meilleur des cas. Déjà, devenir infirmier n'est pas chose simple. François Dubé, sociologue, nous dit, évoquant de façon plus large ce qu'il nomme les travailleurs sur autrui, il ne suffit pas que le prétendant ait envie de faire ce métier où on ait besoin pour vivre. Il faut aussi qu'il soit fait pour. Il ne suffit pas de savoir faire des piqûres pour être infirmière. Il faut compatir à la douleur des malades sans s'y engloutir. Comment devenir soignant? On comprend qu'un cursus de formation n'y suffit pas. Le problème identitaire spécifique aux infirmiers en psychiatrie n'a jamais été résolu. Daniel Brandéo, infirmier, suite à une enquête dans les années 80, notait qu'une majorité d'infirmiers exerçant sur le secteur se considéraient comme des travailleurs sociaux, ce qu'il considérait, lui, comme un élément de valorisation. La démarche de professionnalisation des infirmiers en psychiatrie a consisté à valoriser les aspects du rôle infirmier et en occulter d'autres, en particulier ceux liés aux fonctions de gardiennage ou de surveillance. Ce mouvement, qui a consisté à vouloir échapper à l'assimilation infirmier-maton, a pu s'initier avec l'ouverture, la dynamique de la sectorisation. Mais ça a également engendré un déni de cette fonction de garant de l'ordre public. L'éloignement des soins du corps est également un élément de revalorisation chez les infirmiers. D'ailleurs, les soins corporels sont de plus en plus délégués aux aides-soignants. La quête de professionnalisme est synonyme de technicité. On s'éloigne du care, du prendre soin. Grave erreur. Le care permet d'aborder l'autre, de le connaître. D'ailleurs, le terme même de connaître dans l'Ancien Testament ne renvoyait-il pas au corporel? L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. J'arrête là cette digression, mais il faut tout de même retenir que si les infirmiers s'éloignent des soins corporels, ils n'auront en psychiatrie de rapport au corps que dans les corps à corps. Ce, dans un contexte où les soins coercitifs en intra-hospitalier sont maintenant du domaine du quotidien, mise en chambre d'isolement, contention. À vouloir ignorer la fonction contenante, elle revient comme un boomerang. Nous ne pouvons que constater que la contention physique a supplanté la fonction contenante. La fonction contenante fait appel à un savoir-faire du domaine du relationnel, à la fonction d'autorité, phénomène qui devrait interroger l'ensemble des soignants et non seulement la population infirmière. Cette fonction pourrait d'ailleurs être apparentée à une fonction paternelle qui s'intègre dans une fonction maternelle, celle d'infirmière. La question fonction maternelle ou fonction paternelle pour l'exercice infirmier en psychiatrie reste entière. Il y aurait également à développer ce que Madeleine Monceau, sociologue, a nommé la fonction de régulation. Je cite, « l'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour modérer, ordonner, pacifier, contenir, permettre les maintiens de l'équilibre interne, la coexistence ou le vivre ensemble. » Et elle précise que ce rôle revient aux infirmiers des établissements psy. Mais ce rôle de régulation est du domaine de l'implicite. Les programmes de formation initiale sont muets à ce sujet et le plus souvent, les actions de formation continue sont centrées sur la gestion de la violence. Les établissements, par l'intermédiaire de leurs responsables, eux, établissent des protocoles. Difficile d'exercer dans ce contexte. De la régulation à la gestion de la violence, il y a tout de même une réduction notable. Peut-être est-ce là un effet du rationalisme. Il est plus facile de gérer que de tenter de tisser des liens, voire de dénouer les signes précurseurs de la violence, de mettre des mots là où le corps menace de dire, d'avoir des actions bien éloignées de celles d'un décret d'acte, s'asseoir avec l'autre, marcher, fumer, lui donner un bain. Quant au protocole, eh bien, le grand absent de ces procédures, c'est le sujet.
alors que dans les situations de crise, c'est le sujet soignant qui vit la tension. C'est le sujet soignant qui est sur le fil du rasoir. C'est lui qui, avec son bon sens ou son absence de bon sens, doit dire et doit faire. L'institution se couvre en ayant des procédures en bonne et due forme, et elle met l'infirmier dans une situation d'abandon face à un rôle qui lui est dévolu de fait et que l'on passe le plus souvent sous silence. Alors, avec le retour du corps, faut-il participer à la liesse générale et nous en féliciter? Les infirmiers s'éloignent des soins corporels et, surprise, le corps revient avec les soins coercitifs. Il importe bien entendu que le corps ne soit plus tabou, mais peut-être faut-il nous garder d'une position angélique. L'apparaître du corps se fait par l'intermédiaire de la vision. Le malade, lorsque nous le rencontrons, nous le voyons. Ce phénomène est partagé par l'ensemble des soignants. Mais la spécificité du rapport au corps des infirmiers, c'est le toucher. L'infirmier rencontre non seulement l'image du corps, mais également un corps matérialisé, ce qui caractérise son positionnement dans le dispositif psychiatrique. Peut-être qu'avant d'aller au-delà, j'ai combien de temps encore? Oui, distinguer ce qu'il en était de la pratique de l'officier de santé, qu'il décrit comme empirisme contrôlé, savoir-faire après avoir vu. Il nous dit que l'expérience est intégrée au niveau de la perception, de la mémoire et de la répétition, c'est-à-dire au niveau de l'exemple. Dans la clinique, il s'agit d'une structure beaucoup plus fine et complexe, où l'intégration de l'expérience se fait dans un regard qui est en même temps savoir. C'est tout un nouveau codage du champ d'objet qui entre en jeu. Alors, la pratique de l'infirmier en psychiatrie est-elle à relier à celle de l'officier de santé ou à la clinique, pratique du médecin? C'est bien là le point nodal. L'infirmier est-il un prestataire qui se contente de répéter des gestes de manière mécanique, à la manière d'un chien plus ou moins savant? L'infirmier en psychiatrie mérite-t-il d'être considéré comme un clinicien? Être clinicien relève-t-il des seules études universitaires